Derrière la réalité quotidienne, il y a un monde fascinant dans lequel il apparaît que notre perception de l'univers est fausse. Le physicien Brian Greene nous emmène dans un voyage qui bouscule les lois de l'expérience humaine. Pourquoi ne voit-on jamais les événements se dérouler à l'envers? Selon les lois de la physique, c'est pourtant tout à fait possible. Cet autre monde transparaît quand on explore les phénomènes les plus extrêmes du cosmos. Des trous noirs, au Big Bang ou au cœur même de la matière. Je vais prendre la même chose que lui. Ici, il se pourrait que notre univers soit une réalité parallèle parmi d'autres, que le monde en 3 dimensions ne soit qu'un mirage, et que la distinction entre passé, présent et futur soit une illusion. Mais comment est-ce possible? Comment pouvons-nous nous tromper à ce point sur quelque chose de si familier? Si ça nous ennuie, évidemment. Aucun principe inscrit dans les lois de la nature ne dit que les physiciens théoriciens devraient être contents. C'est une perspective révolutionnaire qui ouvre les portes à une multitude de possibles. Nous allons nous rendre au royaume des particules minuscules, le monde quantique, où les lois semblent invraisemblables. On a l'impression que les choses n'aiment pas rester à un seul et même endroit. Pourtant, ces lois régissent l'univers. Les lois quantiques n'ont jamais été affirmées par l'expérience. Que révèlent-elles sur la nature de la réalité? Aujourd'hui, dans la magie du cosmos, faisons un saut quantique. Depuis des milliers d'années, nous essayons de comprendre les mystères du fonctionnement de l'univers. Jusque-là, nous avons déjà réussi à énoncer un ensemble de lois qui décrivent les mouvements prévisibles des galaxies, des étoiles et des planètes. Mais aujourd'hui, nous savons qu'à un niveau fondamental, les choses sont beaucoup plus floues, car nous avons découvert des principes nouveaux et révolutionnaires qui ont radicalement transformé notre vision de l'univers. Dans l'espace, à New York, et jusque dans le monde de l'infiniment petit, ces mystérieuses lois qui ont fait basculer notre conception du monde redéfinissent notre compréhension de la réalité. Ce sont les lois de la mécanique quantique. La mécanique quantique régit les phénomènes à l'œuvre dans chaque atome et particule du moindre morceau de matière. Qu'il s'agisse d'étoiles et de planètes, de roches et d'immeubles, ou de vous et moi. Dans la vie de tous les jours, on ne remarque pas les bizarreries de la mécanique quantique. Mais elles sont bel et bien là. Il suffit de savoir où chercher. Pour cela, il faut changer de point de vue et descendre au niveau de l'infiniment petit, les atomes et les particules. Au niveau quantique, les lois qui gouvernent ce monde semblent complètement différentes des principes familiers qui régentent les grands objets du quotidien. Et quand on commence à les appréhender, on ne voit plus les choses de la même façon. Il est presque impossible de se représenter la bizarrerie des choses à l'échelle de l'infiniment petit. Mais que se passerait-il si on pouvait faire un tour dans un endroit régi par les lois quantiques et où les personnes et les objets se comportent comme des atomes et des particules? On en prendrait plein les yeux. Parce qu'ici, les objets font des choses complètement dingues. Dans l'univers quantique, on a le sentiment que les choses n'aiment pas rester à un seul et même endroit, ou suivre une seule direction. C'est comme si elles étaient à plusieurs endroits en même temps. Ce que je fais ici a des répercussions immédiates ailleurs, même s'il n'y a personne. Et ce n'est pas le plus étrange.
Si les gens se comportaient comme les particules à l'intérieur d'un atome, la plupart du temps, on ne saurait pas où ils se trouvent. En fait, ils pourraient être absolument n'importe où, jusqu'à ce qu'on les cherche. Bonjour, je vais prendre la même chose que lui. Mais alors, pourquoi croyons-nous à ces lois insolites? Eh bien parce que depuis plus de 75 ans, nous les utilisons pour prédire la façon dont les atomes et les particules se comportent. Et qu'au fil des expériences, les lois quantiques se sont toujours vérifiées. C'est la meilleure théorie. Ces lois ont été démontrées par des milliards de preuves. Elles ont confirmé un nombre incalculable de prédictions bizarres. Les principes quantiques n'ont jamais été infirmés par l'expérience. Les lois quantiques sont plus simples à appréhender au niveau de l'infiniment petit, comme les atomes. Mais n'oublions pas une chose, je suis fait d'atomes, tout comme vous, et comme absolument tout ce que nous voyons autour de nous. Alors, aussi curieux soit-il, ces principes ne s'appliquent pas seulement aux petites choses, mais aussi à la réalité. Comment avons-nous découvert ces lois étranges qui semblent contredire une grande partie de ce que nous pensions savoir de l'univers? Il n'y a pas si longtemps, on croyait avoir à peu près tout compris. Les principes qui gouvernent l'orbite des planètes autour du Soleil, la trajectoire courbe d'une balle dans le ciel, la façon dont les ondulations se propagent à la surface d'un plan d'eau. Ces lois ont été énoncées par des équations qui constituent la mécanique classique. Elles nous permettaient de prédire le comportement des choses avec certitude. Tout semblait parfaitement logique jusqu'au jour où, il y a environ un siècle, les scientifiques ont tenté d'expliquer certaines propriétés de la lumière. Par exemple, le type de lumière émise par des gaz chauffés dans une éprouvette en verre. En observant cette lumière à travers un prisme, les chercheurs ont été sidérés. À travers un prisme, on a constaté qu'elle formait des raies. Pas un spectre continu comme celui qu'un coin de verre projette sur une table, mais des raies extrêmement nettes. Ce n'était pas un spectre qui se fondait comme celui d'un arc-en-ciel, mais des lignes bien délimitées de couleurs différentes. C'était un vrai mystère pour les chercheurs. Une explication a été avancée. Elle émanait d'un groupe de scientifiques aux idées novatrices qui, au début du XXe siècle, tentaient d'analyser la nature fondamentale du monde physique. L'un des plus intuitifs d'entre eux était Niels Bohr, un physicien danois qui adorait débattre en jouant au ping-pong. Bohr était convaincu que la réponse à ce mystère se trouvait au cœur de la matière, dans la structure de l'atome. Dans sa vision, les atomes ressemblent à de mini-systèmes solaires, avec des particules encore plus infimes, les électrons, tournant en orbite autour d'un noyau. Un peu comme les planètes orbitent autour du Soleil. Mais selon lui, à la différence du système solaire, les électrons ne peuvent pas se trouver sur n'importe quelle orbite, mais seulement sur des orbites bien spécifiques. C'était une idée qui allait à l'encontre des théories admises. Les électrons ne pouvaient être que sur des orbites déterminées, et uniquement celles-là. Bohr postule que lorsqu'on chauffe un atome, ces électrons deviennent excités et sautent d'une orbite fixe à une autre. À chaque saut vers une orbite de niveau d'énergie inférieur, de l'énergie est libérée sous la forme d'un rayonnement lumineux avec une longueur d'onde très précise. C'est pour cela que les atomes émettent une couleur spécifique, et c'est de là que vient l'expression « saut quantique ». Sans le saut quantique, on aurait une couleur mal définie, émise par un atome passant d'un état excité à désexcité. Or, au contraire, on observe des rouges et des verts très francs. C'est grâce au saut quantique que les couleurs sont très franches.
Ce qui est surprenant là-dedans, c'est que l'électron passe directement d'une orbite à une autre, apparemment sans traverser l'espace qui les sépare. Un peu comme si Mars sautait brusquement de son orbite à celle de Jupiter. Pour Bohr, le saut quantique résulte d'une propriété fondamentale et totalement bizarre des électrons dans les atomes. Ils émettent ou absorbent des paquets d'énergie indivisibles, des quantités minimum spécifiques appelées quanta. C'est pour cela que les électrons ne peuvent occuper que des orbites spécifiques. Un électron doit être ici ou là, pas entre les deux. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut observer. Pensez à votre quotidien. Quand on mange, est-ce que la nourriture est sous forme de quanta? Faut-il se servir une quantité minimum déterminée? Non. Mais l'énergie des électrons dans un atome est quantifiée. C'est un phénomène extrêmement mystérieux. Pourtant, les expériences ont bientôt montré que Bohr avait raison. Les électrons obéissent à un ensemble de lois différents de celui qui régit les planètes ou les balles de ping-pong. Sa découverte a complètement changé la donne. Mais cette conception nouvelle de l'atome a mis Bohr et ses collègues en porte-à-faux avec les théories physiques communément admises. Le saut quantique n'était qu'un début. Par ses idées révolutionnaires, Bohr s'est très vite opposé à l'un des plus grands physiciens de tous les temps. Albert Einstein n'avait pas peur de la nouveauté. Mais dans les années 1920, le monde de la mécanique quantique a pris une direction qu'il n'avait pas envie de suivre, car elle divergeait nettement des prédictions absolues et définitives qui caractérisaient la physique classique. Si on avait demandé à Einstein ce qui distingue la physique d'une forme de spéculation oiseuse, il aurait répondu « Nous pouvons prévoir les choses avec certitude ». La mécanique quantique leur a en quelque sorte tiré le tapis sous les pieds. La célèbre expérience de la double fente montre de façon particulièrement imagée les mystères de la physique quantique. Mais si vous aspirez à une description de la réalité qui se fonde sur des certitudes, attendez-vous à voir vos attentes voler en éclats. On peut se faire une idée de cette expérience et de la façon dont elle a bouleversé notre vision de la réalité en réalisant une expérience similaire, non pas au niveau des particules, mais avec des objets plus ordinaires, comme ceux qu'on trouve ici, dans un bowling. Mais avant, il va falloir que je réaménage un peu la piste. Normalement, si je fais rouler plusieurs boules sur la piste, soit elles seront arrêtées par la plaque, soit elles passeront par une des fentes et iront frapper l'écran placé derrière. C'est exactement ce qui se produit. Les boules qui passent dans les fentes viennent déchirer l'écran pile dans l'axe de la fente gauche ou de la fente droite. L'expérience de la double fente ressemble à ça, sauf qu'au lieu de boules de bowling, on utilise des électrons qui sont des milliards de fois plus petits. On peut les représenter par ces boules plus petites. Voyons ce qui se passe quand j'en lance plusieurs. Quand les électrons passent dans les fentes, il se produit un phénomène complètement différent derrière la plaque. Au lieu de déchirer l'écran détecteur en seulement 2 points, les électrons sont disséminés sur toute la surface et dessinent des bandes verticales, y compris dans la zone comprise entre les 2 fentes. Alors qu'en toute logique, elles devraient être protégées des impacts. Comment expliquer cela? Pour les physiciens, même dans les années 1920, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il s'agit d'ondes. Comme les vagues,
les ondes font un tas de choses que des boules de bowling ne peuvent pas faire. Elles peuvent se scinder et se combiner. Si j'envoie une vague à travers la double fente, elle se scinde d'abord en deux. Puis les deux vagues résultantes se rencontrent. Les crêtes et les creux de chacune d'elles se combinent. Deux crêtes qui se rencontrent forment une crête plus grande. Deux creux qui se rencontrent, un creux plus grand. Et quand une crête et un creux se rencontrent, ils s'annulent. Si on traduit la hauteur du niveau d'eau par des points plus ou moins brillants sur l'écran, les crêtes et les creux créent une succession de bandes. C'est ce qu'on appelle une figure d'interférence. Mais les électrons sont des particules. Alors comment peuvent-ils dessiner cette figure? Comment un seul électron peut-il produire le même schéma qu'une onde? Une particule est une particule. Une onde est une onde. Comment une particule peut-elle être une onde? Ou alors, on abandonne l'idée que c'est une particule. Ah, ce truc que je prenais pour une particule est une onde. Une vague n'est pas une particule. L'océan est fait de particules, mais ces vagues n'en sont pas. Les cailloux ne sont pas des vagues, ce sont des cailloux. Un caillou est un type de particule, une vague est un type d'onde. Et voilà qu'on vient vous expliquer qu'un caillou, c'est la même chose qu'une vague. Quoi? Dans les années 1920, la première fois que cette expérience a été réalisée, les scientifiques ont eu du mal à comprendre le comportement des électrons. Certains se demandaient si un électron en mouvement pouvait s'étaler à la façon d'une onde. Le physicien Erwin Schrödinger a formulé une équation qui semblait décrire le phénomène. Schrödinger a considéré que cette onde était la description d'un électron étalé. Un électron qui, pour une raison X, est devenu diffus, qui n'est plus un point, mais une tache. Ça a donné lieu à de nombreux débats. Finalement, c'est un physicien du nom de Max Born qui a proposé une explication totalement inédite. Born a dit que l'onde n'était pas un électron étalé, ni quoi que ce soit d'autre de connu de la science. Pour lui, il s'agissait d'une chose très curieuse, une onde de probabilité. C'est l'amplitude d'une onde à une position donnée qui prédit la probabilité que l'électron se trouve à cette position. Une amplitude élevée ne veut pas dire c'est là que se trouve l'électron, mais c'est là qu'il a le plus de chances de se trouver. C'est très étrange. Ça semble indiquer que l'électron est une multitude de possibilités. On n'a pas le droit de demander où est l'électron, là, tout de suite. Mais on a le droit de demander, si je cherche l'électron dans cette portion de l'espace, quelle est la probabilité que je le trouve là? C'est un vrai casse-tête. Aussi étrange soit-elle, cette nouvelle manière de décrire le mouvement de particules comme les électrons est parfaitement juste. Quand je lance un seul électron, je ne peux jamais prédire où il va atterrir. Mais si j'utilise l'équation de Schrödinger pour trouver l'onde de probabilité de l'électron, je peux prédire avec une assez grande certitude qu'en jetant un nombre suffisant d'électrons, 33,1% d'entre eux se retrouveront ici, 7,9% là, et ainsi de suite. D'innombrables expériences ont confirmé ce type de prédiction. Par conséquent, les équations de la mécanique quantique s'avèrent étonnamment précises, dès lors qu'on accepte qu'il s'agit seulement de probabilités. Si pour vous, le mot « probabilité » équivaut à « devinette », les casinos de Las Vegas vous démontreront que vous avez tort. Tentez votre chance à n'importe quel jeu de hasard et vous constaterez le pouvoir des probabilités. Disons que je mise 20 $ sur le 29 à la roulette. Le casino ignore totalement si je vais gagner cette fois-ci, ou la prochaine, ou la suivante. 1. Mais il sait que la probabilité que je gagne à ce jeu est de 1 sur 38. 21.
29. Alors même si je gagne de temps en temps, à long terme, le casino ramasse toujours plus qu'il ne perd. Les casinos n'ont pas besoin de connaître le résultat de chaque main, de chaque lancer de dés et de chaque tour de roulette. Les casinos savent que sur des milliers de résultats, ils seront gagnants et peuvent prédire avec une précision remarquable combien de fois ils le seront. D'après les lois de la mécanique quantique, le monde tout entier est un jeu de hasard. Toute la matière qui constitue l'univers est faite d'atomes et de particules subatomiques gouvernées par la probabilité et non par la certitude. La nature est décrite par une théorie intrinsèquement probabiliste. Mais c'est absolument contraire à l'intuition, et la plupart des gens ont du mal à l'accepter. Einstein ne faisait pas exception. Il ne pouvait pas croire que la nature fondamentale de la réalité était déterminée par le hasard. Einstein ne pouvait pas l'accepter. Il a dit « Dieu ne joue pas aux dés ». Il détestait l'idée qu'on ne puisse pas affirmer avec certitude telle ou telle chose se produit. Beaucoup d'autres physiciens ont en revanche été séduits par la probabilité, car les équations de la mécanique quantique leur permettaient de prédire le comportement de paquets d'atomes et de particules microscopiques avec une précision surprenante. Ce qui s'est traduit rapidement par plusieurs inventions majeures. Le laser, le transistor, le circuit intégré et toute l'électronique. Si la mécanique quantique se mettait brusquement en grève, pratiquement toutes nos machines tomberaient en panne. Les équations quantiques ont aidé les ingénieurs à concevoir des interrupteurs minuscules qui dirigent le flot d'électrons et contrôlent tous les ordinateurs, les caméras numériques et les téléphones. Les diodes, les transistors, tous les composants sur lesquels repose notre technologie de l'information et notre quotidien fonctionnent grâce à la mécanique quantique. Sans la mécanique quantique, on se retrouverait en plein Moyen-Âge. Plus sérieusement, sans elle, on se retrouverait au 19e siècle avec les machines à vapeur, le télégraphe. La mécanique quantique est la théorie la plus remarquable que les physiciens aient jamais découverte. Et pourtant, on n'est toujours pas d'accord sur sa signification et ce qu'elle nous apprend sur la nature de la réalité. Malgré tous ces triomphes, la mécanique quantique reste extrêmement mystérieuse. Elle fait marcher un tas de choses, mais on n'a toujours pas répondu aux questions fondamentales soulevées par Albert Einstein dans les années 1920 et 1930. Des questions sur la probabilité et la mesure, autrement dit, l'observation. Pour Niels Bohr, l'acte de mesurer changeait tout, et donc, tant qu'on n'avait pas mesuré ou observé une particule, ses caractéristiques étaient incertaines. Reprenons l'expérience de la double fente avec un électron. Avant que l'écran détecteur ne localise sa position, l'électron peut se trouver presque n'importe où. Les possibilités sont innombrables. Ce n'est qu'au moment où on l'observe, et à ce moment seulement, que l'incertitude concernant sa position est levée. D'après la théorie de Niels Bohr, l'action de mesurer une particule contraint celle-ci à abandonner toutes les autres positions qu'elle aurait pu avoir pour une position définie où on l'observe. C'est l'acte de mesure qui force la particule à faire ce choix. Niels Bohr acceptait que la réalité soit par nature floue, pas Albert Einstein. Ce dernier croyait en la certitude, pas seulement quand on mesure ou observe quelque chose, mais à n'importe quel moment. D'ailleurs, il a dit « J'aime à penser que la Lune est là, même quand je ne la regarde pas. » C'est ce qui l'agaçait. La réalité de l'univers dépend-elle réellement du fait qu'on le regarde? C'est bizarre. Einstein était convaincu qu'il manquait quelque chose dans la théorie des quanta.
quelque chose qui décrive les caractéristiques détaillées des particules, comme leur position, même quand on ne les observe pas. Mais à cette époque, peu de physiciens partageaient cette préoccupation. Pour lui, ce n'était pas faire son boulot de physicien jusqu'au bout. Cette théorie n'était pas mauvaise, mais elle était incomplète. C'était le refrain d'Einstein. La mécanique quantique n'est pas incorrecte, mais en l'état, elle n'est pas complète. Elle n'englobe pas tout ce qu'on peut prédire avec certitude. Niels Bohr ne voulait pas en démordre. Et quand Einstein décrétait « Dieu ne joue pas au dé », il lui rétorquait « Cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire ». Puis, en 1935, Einstein a cru avoir trouvé le talon d'Achille de la mécanique quantique. Un phénomène si contraire à toute intuition logique de l'univers que cela pourrait, d'après lui, enfin prouver que cette théorie était incomplète. Ce talon d'Achille s'appelait l'intrication quantique. La prédiction la plus bizarre, la plus absurde, la plus folle et la plus ridicule de la mécanique quantique, c'est l'intrication. L'intrication est une prédiction théorique issue des équations de la mécanique quantique. Deux particules peuvent devenir intriquées si elles sont proches et que leurs propriétés deviennent corrélées. Et bizarrement, la mécanique quantique dit que même si on sépare ces particules, qu'on les envoie chacune dans une direction opposée, elles resteront inextricablement liées. Pour comprendre à quel point cette idée est farfelue, nous allons étudier une des caractéristiques des électrons, le spin. Contrairement à la rotation d'une toupie, le spin d'un électron, comme c'est le cas d'autres grandeurs quantiques, est en général totalement flou et incertain, jusqu'au moment où on le mesure. Et à ce moment-là, on constate que l'électron tourne soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens contraire. C'est un peu comme cette roue. Quand elle s'arrête, le curseur va se trouver au hasard sur le rouge ou sur le bleu. Maintenant, imaginez une seconde roue. Si ces deux roues se comportaient comme des électrons intriqués, à chaque fois que l'une s'arrêterait sur le rouge, l'autre tomberait systématiquement sur le bleu. Et inversement. Étant donné que les roues ne sont pas reliées, c'est déjà bizarre. Mais la théorie défendue par Niels Bohr et ses collègues va encore plus loin. Elle prédit que si l'une des deux roues est très éloignée, même si elle est sur la Lune, sans qu'elle soit reliée par un fil ou un transmetteur, eh bien, même dans ces conditions, si le curseur de l'une est sur le rouge, celui de l'autre sera à coup sûr sur le bleu. Autrement dit, si on mesure une particule ici, non seulement on affecte cette particule, mais on affecte aussi celle avec laquelle elle est intriquée, quel que soit leur éloignement. Pour Einstein, cette idée d'une connexion longue distance entre des roues ou des particules était si ridicule qu'il a parlé d'action fantôme. Action fantôme à distance. Quand on mesure l'action d'une des particules à un endroit, il semble que l'autre le sache comme par magie, même si elle est très loin. Ce qui est étonnant, c'est qu'en mesurant une particule, on affecte l'état de l'autre, on la modifie. Il n'y a pas de poulie, pas de fil téléphonique, rien qui les relie. Alors comment ce que je fais ici a-t-il un impact sur ce qui se passe là-bas? Il est impossible qu'elles communiquent entre elles. C'est franchement bizarre. Et c'est un phénomène sur lequel Einstein s'est interrogé en 1935. Einstein refusait le concept d'intrication. Il s'est donc convaincu que c'était les calculs qui étaient bizarres, pas la réalité. Il a admis que les particules intriquées existaient, mais pour lui, il y avait une explication plus simple à ce phénomène et qui n'avait rien à voir avec une mystérieuse connexion longue distance. Il affirmait même que les particules intriquées étaient comme une paire de gants. Imaginez qu'on sépare les deux gants et qu'on les place chacun dans une mallette.
Puis, on me fait livrer l'une des deux, tandis que l'autre est envoyée en Antarctique. Merci. Avant d'ouvrir ma mallette, je sais que j'ai soit le gant gauche, soit le gant droit. Et une fois la mallette ouverte, si le gauche est à l'intérieur, alors à cet instant, je sais que la mallette en Antarctique contient forcément le droit, même si personne ne l'a encore ouverte. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. De toute évidence, en regardant dans ma mallette, je n'ai pas affecté l'un ou l'autre gant. La mienne a toujours contenu le gauche, et celle en Antarctique a toujours contenu le droit. C'était déterminé depuis l'instant où les deux gants ont été séparés. Pour Einstein, c'était exactement la même chose avec les particules intriquées. Quelle que soit la configuration des électrons, chacune est entièrement définie à partir du moment où ils se séparent. Alors, qui avait raison? Bohr, pour qui l'état aléatoire des particules, comme celui des roues de loterie, était lié, même si elles étaient à une grande distance l'une de l'autre? Ou Einstein, persuadé qu'il n'existait pas de lien fantôme, mais que tout était déjà déterminé avant même qu'on ne l'observe? C'est vraiment difficile de savoir qui a raison, Bohr ou Einstein. Parce qu'Einstein dit « une particule possède un spin défini avant qu'on ne le mesure ». Comment pouvez-vous le savoir? Lui objecte Bohr. Eh bien, mesurez-le et vous trouverez la valeur de son spin. Et Bohr rétorque, mais c'est le fait de mesurer qui donne au spin une valeur définie. À l'époque, personne ne savait comment résoudre le problème. Et on a fini par le considérer comme une question philosophique et non scientifique. À sa mort, en 1955, Einstein était toujours convaincu que la mécanique quantique offrait, au mieux, un tableau incomplet de la réalité. En 1967, à l'université de Columbia, c'est une figure plutôt inattendue qui prend le relais de la croisade que menait Einstein. John Clauser, un étudiant en doctorat d'astrophysique. La seule matière qui l'empêche d'avoir son diplôme est justement la mécanique quantique. À l'époque, malgré tous mes efforts, je ne comprenais rien à la mécanique quantique. John Clauser se demande si Einstein n'était pas dans le vrai lorsqu'il tombe sur un élément décisif. Une publication peu connue d'un physicien irlandais obscur du nom de John Bell. Celui-ci semble avoir trouvé un moyen de sortir de l'impasse dans laquelle Einstein et Bohr s'étaient enfermés, et de résoudre définitivement la question. J'étais convaincu que la théorie quantique était fausse. Dans son article, John Bell dit avoir trouvé un moyen de savoir si des particules intriquées communiquent réellement par le biais d'une action fantôme, comme les deux roues. Ou bien si une telle action n'existe pas, et que l'état des particules est défini dès le départ, comme pour la paire de gants. En outre, grâce à des calculs savants, Bell démontre que si la théorie de l'action fantôme n'était pas avérée, alors la mécanique quantique ne serait pas seulement incomplète, comme le pensait Einstein, elle serait erronée. Je me suis dit, c'est un des plus beaux raisonnements que j'ai jamais vus. John Bell était un théoricien, mais son article montre que le débat pourrait être tranché à condition de construire une machine capable de créer et de comparer de nombreuses paires de particules intriquées. John Bell en avait fait une question expérimentale. Ce n'était plus seulement un débat philosophique. Et son expérience pouvait être réalisée. Cette expérience permettrait enfin de résoudre la question. John Clauser entreprend alors de construire la fameuse machine. À l'époque, je n'étais qu'un thésard, mais je me suis dit, waouh! Il y a peut-être une petite chance que je découvre un résultat qui bouleverserait le monde.
La machine qu'ils mettent au point peut mesurer des milliers de paires de particules intriquées et les comparer dans de nombreuses directions. Mais dès les premiers résultats, John Clauser est surpris et contrarié. Je n'arrêtais pas de me demander où est-ce que je me suis trompé? Où sont les erreurs? Il recommence ses expériences. Et quelques années plus tard, le physicien français Alain Aspect effectue des tests encore plus sophistiqués, dont un qui cible directement le débat Einstein-Bohr. D'après Alain Aspect, pour que la mesure des propriétés de l'une des particules influence directement l'autre, il faudrait qu'un signal voyage entre elles plus vite que la vitesse de la lumière. Or, Einstein lui-même a démontré que c'était impossible. La seule autre explication est la fameuse action fantôme à distance, ce que confirment les expériences d'Alain Aspect. Ces résultats font l'effet d'une bombe. Ils prouvent que les calculs de la mécanique quantique sont corrects. L'intrication existe. Des particules quantiques peuvent être corrélées à travers l'espace. Mesurer les propriétés de l'une a une influence instantanée sur l'autre, comme si la distance qui les sépare n'existait pas. Ce en quoi Einstein ne voulait pas croire. L'action fantôme à distance existe bel et bien. J'étais désolé de ne pas avoir pu réfuter la mécanique quantique parce que j'avais... Et j'ai toujours un mal fou à la comprendre. C'est le phénomène le plus étrange de la mécanique quantique. C'est impossible de l'appréhender. Ne me demandez pas pourquoi ni comment ça marche. C'est une question qu'on n'a pas le droit de poser. Tout ce qu'on sait, c'est que le monde fonctionne comme ça. À partir du moment où on admet que le monde fonctionne bizarrement, nous serait-il possible d'utiliser ce phénomène d'action fantôme à distance et de le tourner à notre avantage? Il y a longtemps que l'homme rêve de transporter des personnes et des objets d'un endroit à un autre sans qu'ils aient à parcourir la distance qui les sépare. Depuis Star Trek, la téléportation est apparue comme un mode de transport très pratique. Mais ce qui nous semblait jusque-là de la pure science-fiction, serait-il possible grâce à l'intrication? Des scientifiques effectuent des tests ici, sur les îles Canaries, au large des côtes africaines. On fait des expériences aux Canaries parce qu'il y a 2 observatoires ici. Et en plus, le cadre est sympa. Anton Zeilinger est encore loin de pouvoir téléporter qui que ce soit. En revanche, il tente d'utiliser l'intrication quantique pour téléporter des particules individuelles, plus exactement des photons, les particules associées à la lumière. Il commence par créer une paire de photons intriqués dans un laboratoire sur l'île de La Palma. L'un des photons reste à La Palma, tandis que l'autre est envoyé par un laser sur l'île de Tenerife à 143 km de là. Ensuite, Anton Zeilinger fait intervenir un 3e photon, celui qu'il compte téléporter, et le fait interagir avec le photon intriqué resté à La Palma. Son équipe étudie cette interaction et compare l'état quantique de chacune des 2 particules. C'est là que ça devient intéressant. Grâce au phénomène d'action fantôme à distance, les scientifiques peuvent utiliser le résultat de la comparaison pour transformer le photon intriqué qui est sur Tenerife en une copie identique du 3e photon. Au final, c'est comme si ce dernier avait été téléporté à travers l'océan sans franchir l'espace qui sépare les 2 îles. En quelque sorte, on extrait l'information contenue dans l'original et on fabrique un nouvel original là-bas. Grâce à cette technique, le physicien a réussi à téléporter des dizaines de particules. Mais pourrait-on aller plus loin? Puisque nous sommes composés de particules,
ce processus permettra-t-il de rendre un jour possible la téléportation humaine? Bonjour, bienvenue à New York. Imaginons que je veuille aller à Paris pour y déjeuner. En théorie, l'intrication pourrait un jour me le permettre. Voilà ce qu'il me faut. Une chambre à particules ici, à New York, intriquée avec une autre chambre à particules à Paris. Par ici, Monsieur Green. Je monte dans un silo qui fonctionne comme un scanner ou un fax. Pendant que la machine scanne les particules dont je suis composé, bien plus nombreuses que les étoiles dans l'univers observable, elle scanne simultanément les particules dans l'autre chambre et établit une liste comparative de l'état quantique des deux ensembles de particules. C'est là qu'intervient le phénomène de l'intrication. Par le biais de l'action fantôme à distance, cette liste répertorie le lien entre l'état original de mes particules et l'état de celles qui se trouvent à Paris. Ensuite, l'opératrice envoie cette liste à Paris, où son collègue reconstruit l'état quantique rigoureux de chacune de mes particules grâce aux informations fournies et matérialise un nouveau moi. En réalité, les particules n'ont pas voyagé de New York à Paris. C'est le phénomène d'intrication qui permet d'extraire mon état quantique à New York et de le reconstituer intégralement à Paris. Bonjour, Monsieur Green. Bonjour. Et me voici à Paris, réplique exacte de moi-même. D'ailleurs, il vaudrait mieux, parce que le fait de mesurer l'état quantique de l'ensemble de mes particules à New York a détruit le moi original. Le protocole de téléportation quantique exige que l'objet téléporté soit détruit au cours du processus. Forcément, il y a de quoi être inquiet. Si ça ratait, on finirait sous la forme d'un amas de neutrons, de protons et d'électrons. Pas terrible. Certes, nous sommes encore loin de la téléportation humaine aujourd'hui. Mais cette éventualité soulève une question. Le Brian Greene qui est arrivé à Paris est-il vraiment moi? En fait, il ne devrait pas y avoir de différence entre l'ancien moi à New York et le nouveau moi à Paris. Selon les lois de la mécanique quantique, ce qui fait que je suis moi, ce ne sont pas les particules physiques, mais les informations qu'elles contiennent. Or, celles-ci ont toutes été téléportées, bien que je sois constitué de milliards de particules. C'est une question philosophique profonde. Est-ce l'original ou non qui arrive dans le silo de réception? Si par original, on entend quelque chose qui possède toutes les propriétés de l'original, alors dans ce cas, la réponse est oui. Jamais je n'entrerai dans cette machine. En attendant que la téléportation humaine devienne peut-être une réalité, l'incertitude de la mécanique quantique a une foule d'autres applications potentielles. Au MIT, Seth Lloyd est l'un des nombreux chercheurs qui tentent d'exploiter ses propriétés de façon totalement nouvelle. La mécanique quantique est bizarre. Quand on tombe sur des citrons bizarres, autant en faire une citronnade, pas comme les autres. La citronnade de Seth Lloyd, c'est un ordinateur quantique. Voilà l'intérieur d'un ordinateur quantique. Cette machine bizarroïde a beau ne pas ressembler à un PC classique, elle parle pourtant le même langage. Un code binaire, une langue informatique faite de 0 et de 1, appelée bit. Le plus petit élément d'information est un bit. Dans le principe, un ordinateur décompose l'information en éléments encore plus petits et les manipule à toute allure. Contrairement aux bits classiques, dont la valeur est soit 0, soit 1, les bits quantiques sont beaucoup plus souples. Disons qu'ici, on a des bits. Ici, 0 et là, 1.
C'est une information. Mais si c'est à la fois ici et là, on a un bit quantique, ou qubit. De même qu'un électron peut à la fois tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, un qubit peut prendre simultanément les valeurs de 0 et de 1, ce qui en fait un élément multitâche. Ça veut dire qu'on peut effectuer des calculs d'une complexité inimaginable. En théorie, un qubit peut être n'importe quel élément qui se comporte selon les lois quantiques, comme un électron ou un atome. Ici, il s'agit de minuscules circuits supraconducteurs conçus grâce à la nanotechnologie et capables de fonctionner simultanément dans deux directions. Comme les qubits sont multitâches, notre puissance de calcul pourrait exploser de façon exponentielle si on parvenait à en faire travailler plusieurs ensemble à la résolution d'un problème. Un qubit peut faire deux choses à la fois. 2 qubits, 4 choses à la fois. Et 10 qubits, 1024 choses à la fois. Et 300 qubits pourraient effectuer simultanément plus de choses qu'il n'y a de particules élémentaires dans l'univers. Vous voulez avoir une idée de la puissance d'un ordinateur quantique? Imaginez que je sois perdu dans un labyrinthe végétal. J'aimerais trouver la sortie le plus vite possible. Mais les possibilités sont innombrables et je suis obligé de les essayer une par une. Cela veut dire que je vais me retrouver dans des impasses, finir dans des cul-de-sac et tourner là où il ne fallait pas avant d'avoir un coup de bol et de trouver la sortie. En gros, c'est comme ça que nos ordinateurs résolvent les problèmes. Même s'ils travaillent très vite, ils ne font qu'une seule chose à la fois, tout comme j'essaie les chemins les uns après les autres dans le labyrinthe. Mais si je pouvais tester toutes les possibilités simultanément, ce serait différent. C'est un peu comme ça que fonctionne un ordinateur quantique. Puisque les particules peuvent être à de nombreux endroits simultanément, la machine pourrait vérifier en même temps un nombre considérable de chemins ou de solutions et trouver la bonne en un clin d'œil. Bon, dans un labyrinthe, il y a un nombre limité de chemins à explorer, et même un ordinateur classique trouverait la sortie rapidement. Mais imaginez un problème qui comporte des millions ou des milliards de variables, comme prévoir la météo à long terme. On pourrait anticiper les catastrophes naturelles comme les séismes et les ouragans. Résoudre ce genre de problème aujourd'hui serait impossible, car il faudrait pour ça des machines d'une taille colossale. Mais un ordinateur quantique pourrait faire le travail avec seulement quelques centaines d'atomes, et le cerveau de cet ordinateur serait plus petit qu'un grain de sable. Nous savons de mieux en mieux exploiter la puissance du monde quantique. Qui sait jusqu'où cela nous emmènera? Mais il ne faut pas oublier qu'au cœur de cette théorie qui nous a tellement apporté, une question fondamentale reste sans réponse. Qu'advient-il de toutes les bizarreries qu'on observe au niveau quantique, à l'échelle des atomes et des particules? Comment se fait-il que dans le monde quantique, les choses flottent dans un état d'incertitude, en partie ici et en partie là? Alors que vous et moi, qui sommes faits d'atomes et de particules, semblons figés à jamais dans un état bien défini. Nous sommes toujours soit ici, soit là. Niels Bohr n'a jamais réellement expliqué pourquoi l'incertitude du monde quantique paraissait disparaître à mesure que les choses augmentaient en taille. Aussi puissante et précise que soit avérée la mécanique quantique, les scientifiques n'ont toujours pas résolu ce mystère. Certains sont convaincus qu'il manque des détails dans les équations quantiques. Même si les possibilités sont immenses dans le monde de l'infiniment petit, ce sont ces détails manquants qui recalculent les chiffres
à mesure qu'on passe du niveau des atomes au niveau des objets. Et donc, il devient clair que toutes ces possibilités, sauf une, disparaissent. Ce qui donne un seul résultat défini. D'autres physiciens pensent que toutes les possibilités qui existent dans le monde quantique ne disparaissent jamais, mais que chaque possibilité trouve son aboutissement. Mais la plupart aboutissent dans des univers parallèles aux nôtres. C'est une idée qui donne le vertige, mais il se pourrait que la réalité dépasse le cadre de l'univers que nous voyons et qu'elle se ramifie constamment en créant des mondes nouveaux où chaque possibilité se matérialise. La mécanique quantique est un territoire encore vierge et nul ne peut prédire où son exploration nous entraînera. Le simple fait que notre réalité soit plus étendue, plus étrange et plus mystérieuse qu'on le croyait est magnifique et impressionnant. Le plus beau dans la science, c'est qu'elle nous permet d'apprendre des choses qui dépassent nos rêves les plus fous. La mécanique quantique en est l'illustration parfaite. Le jour où l'on découvre la mécanique quantique, on n'est plus jamais le même. Aussi étrange la mécanique quantique soit-elle, il est clair maintenant qu'il n'y a pas de frontière entre les mondes de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Ces lois s'appliquent partout. La seule différence est que ces caractéristiques les plus bizarres sautent plus aux yeux quand les objets sont petits. La découverte de la mécanique quantique a révélé une réalité, notre réalité, qui est à la fois surprenante et fascinante, et qui nous permet de comprendre un peu mieux la magie du cosmos. Mais comme le cosmos est infini, sa compréhension l'est aussi. 4e leçon de physique jeudi prochain. Et maintenant, vous allez changer d'univers. Dans un instant, les confessions d'Alma, une enfant de la violence au Guatemala.